De ce soir, en fait, est présenté par Geoffroy Coupry. Je me suis entraîné toute la journée parce que j'arrivais pas de dire Coupery, donc Coupry. Consultant indépendant en sécurité logicielle et performance, donc il vient de Nantes aussi. Geoffroy forme, accompagne en fait les entreprises problématiques de sécurité. Et il est sur son temps libre contributeur du player VLC que la plupart d'entre nous connaissent ici. Il travaille sur la partie intégration en Windows principalement et il travaille aussi sur de nouveaux protocoles cryptographiques sur son temps libre, chacun ses occupations. Un vrai geek donc, Geoffroy Coupry. S'il vous plaît. Bon, ça marche? Ok. Donc, moi je vais vous parler de Scala et d'Android. Parce que je me suis mis à faire du dev sur Android comme pas mal de gens, et c'était amusant, mais ça crachait tout le temps, c'était pas très agréable. Donc j'ai trouvé un petit langage un peu fun qui s'appelle Scala, que beaucoup de gens utilisent sur les serveurs, sur toutes ces choses-là. Et j'ai voulu voir comment ça fonctionnait, parce que pas mal de gens commençaient à travailler avec. Donc, bon, voilà, j'ai expliqué ce que je faisais. Pourquoi Scala et Android? Donc, simplement parce que Scala est largement plus puissant que Java. C'est un langage qui est plus expressif, qui permet de faire du fonctionnel, qui est plus stable, avec des outils qui sont à des milieux de ce que peut faire Java, tout en étant capable d'utiliser les outils Java par derrière. Donc on va faire quelques exemples de code qui vont montrer les différences entre Scala et Java sur Android, vont montrer exactement ce qu'on veut faire. Donc là, premier truc qui m'embête, moi, chaque fois que je mets un clic, je dois avoir une autre classe à côté, donc ça c'est le pattern de base, on va juste faire une instance à l'arrache de OnClick Listener avec directement le OnClick là-dedans. Alors est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus réduit, plus concis, plus agréable? Probablement oui, sinon je l'aurais pas mis. Alors, la partie qui n'est pas concise là-haut, c'est ce qu'on appelle les implicites. Ça permet de définir des conversions entre différents types en Scala, juste en indiquant au compilateur, voilà, j'ai tel type à tel endroit, j'attends tel type à tel autre. Je te donne cette fonction qui permet de faire le changement. Donc là, par exemple, c'est une fonction à laquelle on passe donc, de view vers unit. En gros, on lui passe un bloc, on lui passe une fonction. Et donc, on génère une nouvelle instance d'un OnClick Listener qui appelle ce handler, donc qui appelle ce bloc-là. Donc, ce qu'on voyait juste la slide d'avant, voilà, c'est que on a un OnClick Listener qui prend en entrée une view et qui renvoie unit, donc qui renvoie un void. C'est l'équivalent du void dans ce cas. Ce qui permet derrière, tout simplement, de passer un bloc à OnClick Listener. Et voilà, vous êtes sûr que ce sera appliqué tout de suite et ça marchera. Ou vous pouvez toujours lui passer la view si vous avez besoin de jouer avec. Donc ça, c'est un premier exemple. Ça, j'en ai partout dans mon code. C'est utile, c'est pratique, c'est beau. Ça, maintenant, voilà. Vous avez des activities. Les activities, c'est l'équivalent, en gros, d'une page. C'est-à-dire qu'à chaque écran de votre appli Android, vous allez avoir une activité qui est appelée et vous allez pouvoir switcher de l'une à l'autre ou d'une activité dans votre app à celle d'une autre application. Et vous avez des bouts de code, en fait, que vous n'allez pas pouvoir passer d'une activité à l'autre parce que vous héritez de cette classe-là, et donc ça ne va pas être très très flexible, sauf à faire votre propre système d'héritage. Donc par exemple, le onCreateOption menu qui permet d'aller chercher dans les templates le bout de menu dont on a besoin, et je suis obligé de le mettre un peu dans toutes les classes. Donc pour ça, on a les traits en Scala. Donc le trait, c'est tout simplement un bout de méthode. Vous allez pouvoir dire, hop, je fous ça directement dans ma classe, et c'est utilisable. Et donc là, on peut prendre justement cette fonction onCreateOption menu, et on a juste à rajouter, là, dans le moment où on est en activity, on a juste rajouté with menu pour appliquer le trait à la classe dont on a besoin, et derrière, ça s'applique à qui on veut, comme on veut. Voilà. Là, c'était juste un tout petit exemple, le onCreateOption menu. Dans la pratique, il y a vraiment beaucoup d'exemples de bouts de code que vous allez pouvoir partager entre une activité et une autre, parce que forcément, votre application elle a son business domain, et son business domain se partage entre les différents écrans. Donc ça, c'est très utile. Alors, voilà, les javalistes vont aimer ça. Null pointer exception. Alors là, j'ai quoi? J'ai une fonction. C'est juste ces 5 lignes de code permettent d'obtenir le nombre de satellites auquel on est connecté en GPS. Donc ça peut cracher là, ça peut cracher là, et ça peut cracher là. Voilà. Parce que on peut se prendre un null pointer à ces différents endroits. Donc on a deux méthodes pour ça. Il y a la méthode Scala et la méthode Java. La méthode Java, il y a des if nuls dans tous les sens.
La méthode Scala, on va utiliser le type option. Le type option, en gros, ça parle de ce qu'on appelle les types algébriques. Je ne vais pas vous parler de maths parce que ça va juste vous fatiguer, mais en gros, considérez que ce qui répond au type option, c'est soit un somme de quelque chose, soit un homme. C'est-à-dire que dans le type, on indique clairement qu'on a les réponses ou pas. Ce qui va pouvoir permettre après d'appliquer des fonctions rigolotes, comme map. Quand on fait un map sur une option, si on a un none, ça ne fait rien, ça continue à renvoyer un none. Si on a un somme, ça renvoie un somme du résultat. Donc on peut faire du coup des maps en série, et derrière à partir d'un type option, on fait un get or else. C'est-à-dire que si un résultat, on l'obtient, sinon, si c'est un node, on obtient 0. Alors là, j'ai mis sur 2 lignes parce que voilà, pour la présentation, il fallait réduire, mais généralement on les chaîne dans tous les sens, on crée une fonction qui contient les maps, on fait des trucs assez amusants. Donc, celui-là c'est un de mes préférés. Si vous voulez faire des tâches asynchrones, il y a un truc que vous voulez faire généralement en Android, c'est répondre rapidement aux touches. L'utilisateur a cliqué un truc, vous voulez pouvoir faire quelque chose rapidement sans avoir de gros traitement derrière. Bon, bah, il y a les tâches asynchrones, il y a les thread pools, il y a plein de méthodes très très lourdes dans Java. Et ça, notamment, la thread pool, on doit étendre un machin, mettre les types derrière. Dès que vous avez ça, par exemple, dès que vous appelez du réseau derrière, ça devient très compliqué. Parce qu'on ne peut pas appeler le réseau depuis le main thread en plus, ce serait trop simple. Donc, en ce cas-là, on a les futures. Future, c'est une primitive qui est très 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 agréable. Où en gros, on lui passe un bloc. On a un thread pool quelque part, donc c'est marqué, voilà, le contexte global, c'est global, ça veut dire, il y a un thread pool qui est géré directement par Scala. Et donc on passe un bloc, et après, une fois que le bloc s'est exécuté, dans le onSuccess, on reçoit un résultat, on le traite. Donc ça, des futures, on est partout dans le code. Ça permet de répondre rapidement, ça permet d'isoler les failures, parce qu'effectivement, on est dans un thread séparé, si on se prend une pointer exception ou quelque autre exception que ce soit, bah, ça va rester dans la future, ça ne va pas faire cracher l'application. C'est un truc qui est extrêmement utile. Donc, bon, on a du code qui devient plus agréable à utiliser, mais c'est encore limité. Maintenant, on va utiliser des petites librairies Scala qui sont sympathiques. Donc, par exemple, on a un Raptor. Raptor, c'est un bon moyen de faire des appels HTTP. L'interface est super simple à utiliser. Vous voyez, par exemple, voilà, je définis mon site, je peux mettre encore /about.html ou whatever. J'obtiens mon résultat, je fais un slurp, j'obtiens mon résultat derrière. Voilà. J'ai mis ça dans une future, je n'ai plus qu'à renvoyer le reste, ou vous afficher derrière, on peut faire des choses comme ça. Ça marche plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut faire des trucs encore plus rigolos. C'est que justement, voilà, l'utilisation d'une future et d'une implicite. Donc, qu'est-ce que ça fait? On va avoir un implicite qui prend un runnable en entrée, donc c'est-à-dire généralement un bloc, et qui permet donc qui prend un bloc en entrée et qui permet d'en faire un runnable. Ce qui permet de passer à run on UI thread, parce que dès qu'on veut afficher quelque chose, dès qu'on veut toucher à l'interface, on doit le faire sur le thread UI. Donc c'est les deux pendants assez désagréables. C'est-à-dire si on veut faire du network, on doit le faire en dehors du main thread. Si on veut faire de l'interface, on doit le faire sur le main thread. Donc on passe de l'un à l'autre. Là, un utilisateur a cliqué un bouton, pouf, je lance ma future, je fais mon appel HTTP, pouf, on reçoit le résultat, on le met dans le thread, et là on affiche une petite fenêtre modale, quelque chose comme ça. Ça marche très très bien, et ça j'en mets partout, parce que c'est tellement agréable à utiliser. Ça, Scaloid, ça c'est un petit outil qui est très sympathique aussi. C'est quelqu'un qui a commencé à accumuler les implicites, les runnable, toutes ces choses-là, et qui a commencé à mettre ça dans une lib, et puis qu'il a publié sur GitHub. Donc ça, par exemple, c'est son système de templating. Au lieu d'avoir un gros template XML comme on fait généralement en Android, là, il le fait. Bon, cet exemple-là est un peu funky, mais ça permet d'avoir tout son templating directement écrit dans le code, sans XML, de façon très 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 concise. Bon, là, globalement, voilà, il fait des champs texte sign-in, ID, password, voilà, input type text password pour pas que ça s'affiche. Il met un bouton. Voilà, et après, le bouton appelle cette méthode avec ce paramètre. C'est très très simple à faire. Et donc, faire des layouts imbriqués, des choses comme ça, en quelques lignes. Moi, généralement, toutes mes interfaces, je les génère directement dans le code. C'est beaucoup plus simple à utiliser, en fait. Parce que le XML, après, il faut ouvrir Eclipse, tout ça, je ne suis pas un grand fan d'Eclipse. Donc, comment on s'en sert? Comment on l'installe?
Alors, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les interfaces graphiques, il y a SVT, et Vim, et tous ces joyeux outils qu'on adore. Alors, il y a un petit template Jittery qui existe, j'en ai fait un, il y en a plein d'autres qui en ont fait, qui mettent leur lib, il y en a qui intègrent directement Scaloid, il y en a qui mettent les outils Google Analytics, ce genre de choses. Vous récupérez ce truc-là, vous appliquez le template, ça vous demande le nom de l'appli, la version de Scala, Scala Test, et après vous avez juste à aller dedans et à générer l'appli. Ça marche, c'est facile. Pour Eclipse, donc il y a plein de choses avec des URL très très longues. Il y a 3-4 plugins à récupérer. Donc principalement celui pour pouvoir utiliser Android, celui pour pouvoir faire du Scala, et Android ProGuard Scala qui est pour utiliser le système ProGuard qui va transformer votre code Scala en un truc beaucoup plus petit qui sera plus utilisable parce qu'on peut avoir des applis qui sont un peu grosses. Voilà. ProGuard, c'est le gros problème, c'est un outil qui est très 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 long. En fait, ce qui se passe, c'est que sur la JVM d'Android, c'est une JVM spécifique avec son propre bytecode. Donc, avant de prendre l'appli et de la mettre sur Android, elle doit être réduite et mise dans le bytecode d'Android. Donc, ce processus n'est pas très très lent quand on fait du Java, parce qu'il y a peu de code à mettre. Par contre, quand on doit se taper toutes les libs Scala, c'est compliqué. Et ça pote. Donc, il y a des astuces pour ça. Si on a un téléphone routé, on peut installer directement les libs dessus, les pré-compilés pour Android. Donc ça, du coup, il y a juste le code que vous développez vous-même qui sera intégré. Ou sinon, on peut passer à du HAXM, à des choses comme ça, pour avoir des émulateurs qui tournent assez vite et permettent de compiler assez vite vers ces compilateurs. Ces émulateurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, à quoi ça va servir? Ça va servir à tout, principalement. Généralement, quand vous avez des choses qui se prennent des null pointer exception, le type option, il faut l'utiliser partout. C'est pratique, ça vous évite beaucoup de problèmes. Et dès que vous faites de l'asynchrone, en gros, dès que vous faites de la UI, dès que vous faites du network, enfin, dès que vous faites n'importe quoi, faites de l'asynchrone, c'est pratique, c'est utile, ça rend le raisonnement peut-être un peu compliqué des fois, mais ça vous permet d'isoler les erreurs. Donc, pour tester, on a plusieurs petits systèmes de unit test, donc il y a Robo électrique, RoboSpecs qui marche bien. Scala test, moi j'aime bien parce que je peux m'arranger pour isoler une partie de mon business domain dans des classes bien spécifiques que je teste directement sur ma machine en Java. Parce que Raptor et tous ces trucs-là, tous les outils de Scala fonctionnent directement sur une machine normale. Il n'y a pas forcément besoin de tester sur Android. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, les web services, j'ai dit que Raptor c'était cool. Et il me manquait une slide, désolé. Donc là, c'est les liens dont on va avoir besoin. Donc il y a le plugin Android pour SVT qui est parfait par un certain monsieur Perkel. Il y a un Google Group qui marche très bien, les gens sont très sympas, ils expliquent comment ça marche, ils aident à réfléchir, à améliorer le code et ils sortent très souvent de nouvelles versions et corrigent les bugs rapidement. Ça c'est un petit e-book sur l'InPub que j'ai publié sur comment on utilise tous ces choses-là, parce que ça restait encore un petit peu compliqué quand j'ai commencé à m'y mettre. Les outils n'étaient pas très très simples, donc là ça explique vraiment tous les problèmes, notamment comment obtenir un processus relativement rapide avec l'émulateur. Et le dernier, c'est mon blog, donc faites pas attention. Merci pour tout. Merci beaucoup. Je le dis là, mais c'est valable pour tous les talks. En fait, les slides sont publiés après sur le site des Human Talks, donc j'ai vu qu'il y avait plein de liens dans ta présentation, plein de ressources intéressantes. Donc vous pourrez à partir de demain en fait retrouver les slides publiés en ligne. Est-ce que vous avez des questions sur cette dernière présentation? Il vient par ici, le micro. Non, attends, Juste une question pour. Attends. J'ai vu que tu avais une application pilote SSH. Oui. Tu as fait, je suppose, avec Scala? Non, je ne faisais pas encore de Scala sur Android avant. Par contre, depuis, j'ai développé un clone de Frontback en Android qui utilise ça. Et ça a été très utile par exemple les Futures parce que dès qu'on accède à la caméra, le téléphone peut bloquer et l'application cracher, et donc ça c'est extrêmement utile dès qu'on joue avec le matériel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'en ai une petite. Aujourd'hui, la communauté de développeurs qui utilisent Scala pour Android, c'est quoi? Vous êtes une dizaine, vous êtes plusieurs centaines, plusieurs milliers? Ça commence à prendre ou c'est encore très anecdotique? On n'est pas des centaines, ça j'en suis à peu près sûr. Par contre, il y a de plus en plus de monde. J'ai vu LinkedIn qui a fait une application comme ça.
Je crois qu'il y a Bump aussi qui a joué avec. Il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Il y a des applis, il y a des exemples qui arrivent. Par exemple, il y en a un justement qui fait du SSH, qui fait du SFTP avec. Globalement, c'est simple à utiliser. Il reste le problème des applications qui sont relativement lentes à compiler. Mais si on a une machine qui tient un peu la route et qu'on utilise les 2-3 astuces derrière, ça se fait très très bien. Et ça devient beaucoup plus agréable. Du code qui est plus concis, plus facile à lire, plus rapide à développer. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci à vous.